journal. Voilà donc, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons revenir sur les titres de cette édition d'information. Les autorités tiennent particulièrement à la réalisation de l'échangeur de Bambeto. Le Premier ministre était ce matin sur le chantier. Il a rappelé l'importance de l'infrastructure et invité au respect du délai contractuel. On va en parler dans ce journal. La fourniture du courant électrique reste également une préoccupation pour le gouvernement. Et pour sa première sortie, le ministre de l'Énergie était à la centrale de Kaloum. Il veut comprendre les raisons du déficit actuel du courant dans la capitale. Il sera question en fin de culture et nous allons parler d'un concert qui se tient dans une semaine en faveur des personnes indigentes du pays. Déjà, Sekouba Bambino Diabaté est à Conakry pour prendre part à cette manifestation caritative. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2024-0064 PRG CNRD SGG portant nomination au secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Monsieur Faïmba Mara, précédemment directeur général adjoint, chargé des études à l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 avril 2024, signé Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, je le disais tout à l'heure au sommaire, le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, était ce samedi sur le grand chantier de construction de l'échangeur de Bambeto dans la commune de Ratoma. Amadou Ouriba veut se rassurer de l'état d'avancement des travaux. Il invite les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet à respecter le délai contractuel. Ousmane Bangoura. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de quelques ministres de la République, est venu ce samedi voir de visu le chantier de l'échangeur de Bambeto. Depuis le démarrage des travaux, le 13 avril 2022, les 180 ouvriers recrutés à cet effet, dont 12 femmes, s'activent efficacement sur terrain pour le respect du délai contractuel. Ce projet gigantesque est financé par le Fonds cohésien à hauteur de 87% et 13% par l'État guinéen. Au cours des échanges, nous avons pris en compte la nécessité de réunir le plus rapidement possible les ministères concernés sectoriels des infrastructures, de l'habitat, des télécoms et de l'énergie pour prendre en compte la nécessité de dégager certaines infrastructures qui concernent chacun de ces sectoriels afin de ne pas impacter sur le déroulement et la durée des travaux de l'échangeur. Au niveau de la population, c'est déjà un bel ouvrage qui est en train de changer la configuration de Bambeto. Je pense que l'ensemble des citoyens de la zone et même de la capitale voient que les choses avancent, que les choses ont pris des formes et ça les renforce dans la confiance que la Guinée est en train de se construire et de changer. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on nous a dit que la population a adhéré et a fait de telle sorte qu'il n'y a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol signalé. Cela veut dire qu'il y a eu un engagement citoyen de la population de Bambeto et des alentours à accompagner le projet. Parce qu'ils savent pertinemment, au fond d'eux-mêmes, que ce projet, c'est pour eux. Entouré des membres de son cabinet, le bureau de contrôle et l'équipe de Sino Hydro chargée du projet, le Premier ministre Amadou Ouriba a, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, invité la population à encourager les investisseurs. J'ai toujours pensé, et je le pense parce que les choses sont en train de prendre forme, que l'axe Hamdallah jusqu'au niveau de la cimenterie et au-delà sera les Champs-Élysées de la ville de Conakry. Ce sera l'axe principal dans les années à venir de l'économie de la capitale. Donc que les populations prennent en compte cette dimension
et se rendre compte qu'il faut encourager les investisseurs, ceux qui veulent s'installer dans la zone, à investir dans l'immobilier, à apporter le travail, les services pour que les enfants de cette zone qui pendant un certain temps se sont considérés rejetés, se sentent impliqués dans la République et qu'ils puissent se projeter dans le futur en étant des citoyens, disons, qui joueront pleinement leur rôle et qui participeront à l'enrichissement du patrimoine national. À 58% de la réalisation du projet, les autorités préoccupées d'alléger la souffrance des populations promettent de libérer progressivement certaines voies pour assurer une fluidité de la circulation dans la capitale. Les autorités qui poursuivent également des efforts pour améliorer davantage les conditions de vie et de travail des forces de sécurité. C'est un nouveau siège qui vient d'être construit pour la direction régionale de la police de la baie, une infrastructure moderne qui s'ajoute au commissariat central réalisé il y a quelque temps. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités et des populations locales. Yara Diallo et Suleiman Kondé. La direction régionale de la police de la baie est désormais opérationnelle pour assurer efficacement la sécurité des personnes et de leurs biens. Une volonté manifeste des autorités de la transition à travers le département de tutelle pour offrir de meilleures conditions de travail aux forces de sécurité. La construction de cette infrastructure, qu'est la direction régionale de la police, vient à point nommé répondre à une exigence liée à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité. C'est aussi une manière d'agir pour créer un environnement de sécurité favorable pour une démocratie sans violence et apaisée. La réalisation d'une telle infrastructure équipée de mobilier et matériel de bureau contribue à l'amélioration du cadre de travail des fonctionnaires de police qui sont quotidiennement confrontés à des obligations pour fournir un service de qualité à la population. À Konkola, dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, un autre édifice sort de terre. Il est bâti sur 1923 mètres carrés pour répondre aux multiples besoins d'infrastructures. Les autorités tiennent à changer progressivement le visage de la police et de la protection civile. Cette nouvelle direction régionale renforcera nos capacités de répondre aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés et à promouvoir un environnement sûr et sécurisé pour tous. Il servira de point central de nos forces de l'ordre, leur offrant les ressources et les installations nécessaires pour accomplir leur travail avec efficacité et professionnalisme. Il vous souviendra tous qu'au lendemain de la prise de responsabilité par les forces de défense et de sécurité, le 5 septembre 2021, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, avait clairement exprimé sa vision à l'occasion de sa première adresse à la nation. Je cite, « Je veux refonder l'État et son administration pour offrir à ses prochains dirigeants une nation rassemblée, forte et prospère. Donnons-nous cette chance. » Fin de citation. En me fondant sur cette vision, lorsque le chef de l'État a placé sa confiance en moi pour gouverner la sécurité et la protection civile de ce pays, j'ai fait un rapide état des lieux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile tel qu'il existait à l'époque, notamment sur le plan des infrastructures. Et rassurez-vous que le constat en ce qui concerne les infrastructures était sans appel. Nous avons hérité des infrastructures qui étaient vétustes, insuffisantes et insalubres. À ce jour, je reviens à la baie pour une deuxième fois consécutive avec beaucoup de fierté pour inaugurer une nouvelle infrastructure d'un cran supplémentaire. Les locaux de la direction régionale de la police de la baie disposent de 13 bureaux, une salle polyvalente, 3 violons, un réfectoire, 2 salles de garde à vue.
Un motif de satisfaction dans la région pour le maintien de la tranquillité publique. Et puis nous sommes le premier samedi du mois d'avril et comme les précédents mois, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique a lancé aujourd'hui une vaste campagne de curage de caniveaux doublée d'une campagne de sensibilisation des populations, une initiative du gouvernement mise en œuvre par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On fait le point avec Amadou Touré. À quelques mois du début de la saison pluvieuse à Conakry, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASP a lancé, à l'occasion de la journée d'assainissement civique de ce samedi, cette opération de curage de caniveaux doublée de séances de sensibilisation sur l'abonnement au PME de précollecte d'ordures. Après plusieurs constats, sur l'autoroute, on est obligé de curer cette partie à chaque fois. Donc on nous a remonté que par endroit, il n'y a pas un système qui peut contenir les ordures. Donc avec la commune, nous avons décidé aujourd'hui, et les 22 chefs de quartier sont là, de voir ensemble comment trouver une solution. Et puis aussi voir éventuellement comment booster la sensibilisation. Parce que le problème, les ordures sont dehors, c'est parce que les PME ou les gens ne sont pas abonnés. Il n'y a pas de bac à ordures, il n'y a rien. Chacun produit des ordures comme il veut. Aujourd'hui, c'est devenu un tas noir au niveau de ce quartier. Raison pour laquelle les autorités au plus haut niveau ont fait le constat avec les autorités communales. Ce secteur-là soit vraiment la priorité pour cette journée d'assainissement de ce samedi. De Tombo à Tombolia, en passant par Koza, l'opération a été suivie et accompagnée par les chefs de quartier et les secrétaires généraux des communes. Je remercie infiniment les autorités communales d'avoir dirigé l'assainissement d'aujourd'hui de mon quartier. Je suis très fier d'eux, très content d'eux. C'était un point noir qui nous fatiguait, ça fait plus de 2 semaines. Donc c'est pourquoi cette fois-ci on a jugé nécessaire de pouvoir éliminer ce point noir afin de rendre fluide la circulation pour les usagers. Ici, au marché de Madina par exemple, ce sont d'importants moyens logistiques qui ont été mobilisés par l'ANASP pour conduire l'opération. Bientôt, il y a l'approche de la pluie. Curer les caniveaux, ça vaut mieux. C'est pour éviter des inondations à certains lieux. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel aux citoyens de prendre beaucoup de précautions en mettant des ordures dans les caniveaux. Cette opération qui cible ces points critiques va se poursuivre jusqu'au curage des caniveaux bouchés le long des artères principales de Conakry d'ici l'hivernage, selon les responsables de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASP. Dans l'actualité encore, je le disais également au sommaire, c'est la toute première visite de terrain du nouveau ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Abakar Kamara a choisi la centrale électrique de Kaloum. Sur place, il a rencontré la direction générale de EDG et les techniciens pour connaître les causes réelles du déficit actuel du courant dans la ville de Conakry et ses environs. C'est un reportage de Saïdou Diallo. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est venu au contact des acteurs de l'électricité pour connaître les vraies causes de la desserte actuelle à Conakry et ses environs. C'est du moins son tout premier déplacement dans les services relevant de son département qui va lui permettre en même temps de visiter les différents groupes thermiques pour savoir dans quel état ils sont. On est venu, on a rencontré les acteurs du DG. Les responsables nous ont déjà adressé des mémos. Là, on vient rencontrer les agents même qui ont la main dans la pâte. On leur demande eux aussi, chaque direction, le transport, la distribution, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils nous disent exactement ce qui ne va pas et quelles sont les solutions qu'ils proposent. Donc nous sommes là dans ce cadre-là et on a échangé, on s'est compris. Il s'agit donc d'amener EDG à communiquer pour aider la population à comprendre les difficultés auxquelles cet important service public est confronté depuis un certain temps. C'est ma volonté et la volonté de tous les travailleurs de EDG à s'inscrire comme d'habitude pour l'amélioration de la desserte en électricité en Guinée. Nous travaillons 24 heures sur 24, sans relâche. Les solutions vont être analysées pour l'amélioration. Avant de quitter la centrale de Kaloum, le ministre Aboubacar Kamara a promis qu'ensemble avec la direction générale d'EDG, tout sera mis en œuvre
pour trouver plus rapidement possible la solution à ce problème d'électricité sur toute la ligne interconnectée. Et puis, dans la nuit de ce vendredi 5 avril, la ville de Zérékoré a été fortement secouée par une pluie accompagnée de vents violents. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont enregistrés dans plusieurs quartiers. Retour sur cette nuit agitée avec les images sur place de l'ancien Kamisoko et notre équipe en Guinée forestière. Un détour dans la ville de Zérékoré ce samedi 6 avril révèle un constat amer des installations de l'électricité de Guinée à la station régionale de Djouma Média, en passant par la résidence du préfet et la cité des fonctionnaires. Les dégâts sont énormes et la désolation est grande chez les victimes. Heureusement, les installations sont bien protégées. Il y a eu un déclenchement pour un premier temps. Cela a protégé un peu les citoyens. Les toitures qui ont été enlevées, les arbres qui ont été déracinés, se sont posés sur le câble des moyennes tensions et puis les câbles BT. Vous avez constaté, on a divisé les équipes, le chef service dépannage est de l'autre côté, nous aussi on est de l'autre côté. Il y a une partie de la ville qui n'a pas d'électricité au moment où je vous parle. C'est une désolation totale. Le pylône s'est écroulé suite au vent violent qui s'est abattu dans la nuit du vendredi à samedi, hier. Donc tout est cassé. En plus de ces services durement touchés, le camp Béanzin de la 4e région militaire a aussi subi de plein fouet le passage de cette tornade. Plusieurs autres habitations sont également décoiffées, laissant beaucoup de familles sans abri dans la commune urbaine de Zérékoré. On demande à l'autorité de nous aider, parce que la manière dont la pluie a fait le dégât chez nous, on doit changer tous les tôles là, donc on n'a pas de moyens. Je vis maintenant le bruit. Du vent, il a pris toutes les tôles. Moi, je veux que le gouvernement m'aide. Tu as vu, il n'y a même pas la rentrée. Nous avons passé la nuit dans l'obscurité totale, où tous les fils, donc la plupart des fils ont été coupés, donc et puis bloqué la route. Au niveau de l'artillerie, le magasin qui était là, les murs ont été écroulés, donc presque on a passé le moment ensemble. Et les guitounes qui étaient donc notre magasin d'armement et les 3 pierres qui sont là, donc tout a été emporté. Après le passage de ce vent violent dans la commune urbaine, Zérékoré fait face à un défi majeur, celui de la réhabilitation des services publics et privés. Les familles sans abri, elles, tendent une main solidaire aux services compétents et aux personnes de bonne volonté. Retour à Conakry pour parler de cette réforme phare initiée par le CNRD. Il s'agit bien du lancement à l'enseignement technique des travaux de construction d'un village numérique. Quelques jours après son installation, la nouvelle ministre a visité le chantier à Kakimbo. Elle a rappelé l'importance que le département accorde à la réussite de ce projet tout en insistant sur la qualité de l'ouvrage. Tcherno Ousmane Diallo. Pour mieux s'imprégner de l'état des infrastructures et du niveau d'exécution des projets, la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a initié une série de visites sur le terrain. Après certaines écoles et établissements publics à caractère administratif situés à Kaloum et à Dixine, la ministre visite le chantier du village numérique. Ici, elle appelle à plus d'engagement pour accélérer les travaux de construction qui devraient prendre fin en fin d'année. Nos recommandations sont claires, c'est l'avancement rapide et professionnel du chantier. Nous demandons à l'entreprise de bien voir tout mettre en œuvre au sortir déjà des réunions préalables que nous avons eues récemment pour pouvoir faire avancer les travaux et respecter l'échéancier. C'est un projet présidentiel, ça nous tient à cœur, ça tient à cœur à Madame la ministre. Les concepteurs, tout le monde y a cru. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour constater son état d'avancement et s'assurer que tout se passera conformément au cahier des charges et conformément aux recommandations qui seront formulées. Une fois achevé, le village numérique va permettre à la Guinée de disposer de ressources humaines qualifiées dans tous les domaines du numérique avec la technologie nécessaire dans un environnement qui répond aux normes en matière de formation dans ce domaine. Ce chantier est composé de 2 lots. Nous sommes sur le premier lot. Donc, il y a le bloc administratif, les dortoirs, les blocs pédagogiques. Nous sommes sur ces différents sites de travaux d'abord.
On pense bien sûr être dans le délai. Après le mois de Ramadan, on a déjà fait une planification pour qu'on puisse faire des travaux nocturnes, c'est-à-dire des travaux de jour et de nuit. Ça se passe bien jusqu'à date, Dieu merci, et ça avance. On va s'assurer que le projet se passe très bien, qu'il respecte toutes les normes de construction, parce que ça nous tient à cœur, c'est notre projet à tous. L'autre particularité avec le village numérique, au-delà des questions de formation, c'est l'ensemble des opportunités qu'il offrira aux entrepreneurs de pouvoir concrétiser leurs idées et innover dans divers domaines technologiques avec des espaces et outils qui seront à leur portée. Et voilà qui nous amène à parler de cette autre initiative soutenue par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. 2 projets majeurs sont en phase d'exécution pour l'interconnexion des universités et la mise en place des centres d'incubation dans les maisons de jeunes de Conakry et en province. L'objectif de cette action est de promouvoir l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation. Et c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique qui pilote ces 2 projets. Mounir Bari. Comment réduire la fracture numérique dans les universités guinéennes et favoriser l'interconnexion? Là-dessus, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique pilote des projets majeurs qui sont les priorités du chef de l'État. Il s'agit par exemple du projet d'interconnexion des universités et la construction des cyber et centres modernes pour promouvoir l'incubation, dont l'objectif principal est de favoriser la recherche pour une meilleure insertion des jeunes. Il s'agirait bien de la construction des cybercentres modernes. Et ces cybercentres modernes nous permettront déjà de pouvoir avoir accès à la connexion, à la formation, mais aussi aux possibilités d'incubation. Ce projet est divisé en 2 étapes. Il y a la partie interconnexion et la partie connexion. La partie interconnexion, il s'agit du déploiement de la fibre optique à travers l'ouverture des tranchées. Les universités et instituts d'enseignement supérieur se trouvent à l'intérieur du pays et qui ne sont pas forcément interconnectés à celles de Conakry. Donc on passe par le réseau de l'Andi dans ce pour pouvoir avoir ici un réseau unifié. Ce marathon a permis de constater de visu l'évolution des chantiers qui serviront désormais des centres d'incubation, de formation et d'innovation. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, mise énormément sur la jeunesse et c'est pour ça que ces 2 projets lui portent particulièrement à cœur. Par rapport aux universités, on est très satisfait de voir l'état d'avancement. En réalité, ce projet il servira à quoi? Pour parler de formation, il faut mettre l'accent sur l'éducation, la recherche et l'innovation. Mais en réalité, il est très difficile pour nous aujourd'hui de parler de recherche et d'innovation tant qu'on n'a pas l'Internet haut débit dans les instituts de formation. Ces centres multimédia, Fab Lab et cybermodernes installés avec une connexion haut débit sont de véritables instruments pour booster la compétence des jeunes. Ces projets de digitalisation pilotés par l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique va couvrir tout le pays. Au même moment, le ministère de la Jeunesse et des Sports reste résolument engagé à trouver de l'emploi pour les jeunes. Hier, le ministre Keyamou Bogolahaba a eu des entretiens avec le représentant pays adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement. L'institution onusienne s'engage par exemple à moderniser les terrains de sport pour favoriser l'épanouissement des jeunes de notre pays. Moussa Komara. Alors que le taux de chômage des jeunes est estimé à 60%, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD renouvelle son soutien à la Guinée. Avec le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, le représentant adjoint pays de cette institution onusienne souhaite accompagner le département sur plusieurs chantiers pour faciliter l'employabilité des jeunes. Il a été question aussi de voir comment est-ce que nous pouvons travailler à faire en sorte que les infrastructures de sport qui existent dans nos quartiers à travers Conakry et à l'intérieur du pays, les moderniser pour permettre aux jeunes de s'épanouir à travers aussi le sport. Mais le PNUD veut se positionner comme le partenaire favori dans le financement des projets et programmes. Après avoir appuyé le département dans la mise en place du Conseil national de la jeunesse, il espère l'aider dans son opérationnalisation. Un autre pan du soutien,
le volontariat. Vous savez, le système des Nations Unies, ils ont développé un vrai programme de volontariat internationaux et nous sommes à notre début et nous pensons que nous avons travaillé évidemment dans ce cadre-là. Ils nous ont donné des pays qui ont de fortes expériences dans ces domaines-là et ils vont partager avec nous l'expérience de ces pays en mettant l'accent sur le secteur privé. Et là, nous avons toujours dit, un pays normal, c'est 85% des emplois par le secteur privé et maximum 15% par le secteur public. L'objectif pour les autorités du département de la jeunesse, atténuer le taux de chômage par la formation et l'apprentissage à court terme. Et pendant ce temps, les actions de charité se multiplient, surtout en ce mois de pénitence et de solidarité. L'association réunie autour du label Lauréat 2005 vient à la rescousse des personnes vulnérables. Ce sont des vivres pour contribuer ainsi à soulager le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan. La cérémonie de remise s'est déroulée à la grande mosquée de Nongo dans la commune de Ratouma. Mamadi Gassama et Mounir Bari. Ces hauts cadres de l'administration publique guinéenne sont réunis autour du label Association de lauréats 2005. Ils viennent à la rescousse des personnes vulnérables. Depuis sa création en 2005, l'organisation mène des actions de charité. À la grande mosquée de Nongo Conakry, par exemple, des bœufs sont immolés et des denrées de première nécessité offerts aux fidèles musulmans. Nous sommes répartis dans toute l'administration publique, au niveau de l'administration centrale et au niveau de l'administration déconcentrée. Parmi nous, il y a des hauts cadres, en l'occurrence des ministres, des enseignants, des gens qui évoluent dans les sociétés, dans les entreprises privées. Et depuis nous sommes organisés en corporation, nous sommes décidés que chaque année, on doit faire quelque chose, notamment à l'occasion des mois de Ramadan, pour les personnes les plus vulnérables. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des membres de cette association, commençant par le président ici à ma droite, mais aussi saluer cette initiative qui se veut pérenne pour le bien-être non seulement des membres de l'association, mais aussi nos concitoyens. Les actes depuis l'initiative posée vont dans le sens vraiment de communion, de la fraternité, de l'amour surtout que l'islam nous a enseigné. Outre ces sacrifices et actions de charité en faveur des fidèles musulmans, à l'occasion de chaque mois de Ramadan, ils œuvrent aussi en faveur de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que le renforcement de capacités en faveur de ses membres. Je vous encourage et je vous salue du fait de vous retrouver annuellement, faire des sacrifices et prendre le contact de l'un de vous et des autres. Le mois de Carême déjà c'est un mois de pénitence. En plus de cela, notre association, c'est une association de jeunes cadres qui sont là pour le développement du pays. En fait, on s'est dit que chaque mois de Carême, il serait nécessaire que nous fassions un acte humanitaire pour nous-mêmes, pour la prier pour nous, prier pour tout le peuple. Dans l'agenda du label Association de lauréats 2005, la promotion des actions de citoyenneté, mais aussi de vivre ensemble. Les pensionnaires de la Cité de Solidarité bénéficient également d'un important lot de vivres. C'est un geste de la Loterie nationale de Guinée qui vise à redonner du sourire aux personnes en situation difficile, surtout pendant ce mois saint de Ramadan. Lancé Koulibaly. En ce mois saint de Ramadan, cet élan de solidarité s'est manifesté à travers la remise d'un lot de vivres composé de riz, du sucre et de l'huile. Une manière pour la Direction générale de la LONAGUI de répondre à sa responsabilité sociétale au service des couches vulnérables. Cet accompagnement s'inscrit dans un projet global de réhabilitation et d'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de cette cité de solidarité. Projet qui est une initiative présidentielle, pilotée et exécutée par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et financé par la LONAGUI. Ce geste est favorablement accueilli par les 109 familles de la cité de solidarité. Je suis émue et inondée de joie. Depuis 10 jours, la LONAGUI est présente à la cité de solidarité pour redonner réellement un nouveau visage à cette cité de solidarité dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires. Sous l'égide du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, un projet de rénovation de la cité est en cours d'exécution.
appuyer des personnes vulnérables, ça c'est appuyer dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection des femmes, enfants et personnes vulnérables. Ces différentes interventions témoignent de la volonté des autorités à créer un meilleur cadre de vie aux personnes démunies. La caravane de solidarité initiée par la Fondation Tidjane Koïta pour le développement se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. 280 sacs de riz, c'est l'appui que la Fondation vient de faire à l'endroit de 130 familles de la Cité de Solidarité. Et parallèlement à cette campagne de distribution du riz, des conférences islamiques, des prières et des ruptures collectives sont organisées dans les mosquées. Nabila Moussa Kamara. Dans le cadre de la distribution des 30 000 sacs de riz aux familles démunies et autres catégories sociales, les pensionnaires de la Cité de Solidarité ont reçu 280 sacs de riz offerts par la FOTICAD. Ce don symbolique vient appuyer les encadreurs et les 130 familles démunies de la Cité de Solidarité pendant ce Ramadan. La remise s'est déroulée en présence des responsables du centre et les autorités communales de Ratoma. Je dis merci à la Fondation Tidjane Koïta qui n'a aménagé aucun effort pour nous donner à manger en ce moment de Ramadan, mois de solidarité et mois de tolérance. Il y a 130 familles au sein de cette cité qui vivent dans une précarité totale. Alors il est important pour nous de venir les accompagner comme toujours et en leur distribuant les sacs de riz. C'est notre manière à nous, à travers la Fondation Tidjane Koïta, de les aider, de les accompagner. À travers ces actes de bienfaisance et des initiatives allant dans le sens de la concorde nationale, la FOTICAD entend accompagner les fidèles croyants dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux et contribuer au rayonnement de l'islam en Guinée. Un mot de culture à présent, avec, je le disais tout à l'heure, le retour au pays de l'artiste Sekouba Bambino Diabaté. Il est en Guinée dans le cadre d'un concert de charité qu'il va donner le 13 avril prochain ici même à Conakry. Et ce concert doit permettre de récolter des fonds afin d'appuyer les efforts du Fonds de développement social en faveur des personnes indigentes à travers le pays. Sona Sagno. Une belle soirée de solidarité se prépare au chapiteau Baïssa. De retour en Guinée, l'artiste Sekouba Bambino Diabaté donnera un concert de bienfaisance humanitaire le 13 avril prochain. Les recettes seront versées au Fonds de développement social et de l'indigence pour soutenir ses actions. Moi, ça fait plaisir déjà de me retrouver encore dans le pays pour venir faire ce gala-là, ce gala humanitaire. Une soirée, un gala qui nous concerne tous. En tant que Guinéen, chacun de nous doit contribuer à sa façon. Moi, je suis musicien, chanteur. C'est à travers ma musique que je peux contribuer pour mon pays. Donc, j'ai décidé de venir, cette fois-ci, de venir faire plaisir à mes amis, mes frères démunis. Le concert et le dîner gala se tiendront au chapiteau Baïssa le 13 avril 2024. D'abord, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, déjà, vous savez, d'abord, j'ai été victime déjà, j'ai un fils qui a eu le polio. En même temps, je suis l'ambassadeur de l'UNICEF, qui est là aujourd'hui, qui représente pour les enfants et les femmes aujourd'hui. Et en même temps, je suis un bon croyant. Il faut aussi, il faut qu'on soit ensemble, il faut aider les autres, il faut qu'on s'aide entre nous. Voilà, c'est ça qui m'a poussé de prendre cette initiative. Et les retombées vont partir, on va verser ça pour nos amis, frères et sœurs démunis. Et en même temps, ce gala n'est pas comme les autres soirées. D'habitude, c'est moi qui viens chanter avec mon orchestre, c'est moi qui viens chanter pour vous. Mais cette fois-ci, mes fans et moi vont venir chanter pour nos amis malades et démunis. Une très belle initiative pour venir en aide aux enfants démunis et aux personnes malades. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'adhérer à ce projet, surtout parce que je sais que le grand frère déjà, quand il est associé à un projet, c'est que c'est un projet sérieux, et de dire aussi à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ces personnes malades. En tout cas, nous serons tous mobilisés le 13 du côté du chapiteau Baïssa pour apporter vraiment tout notre amour, mais aussi notre soutien à toutes ces personnes. Cette soirée verra la participation de plusieurs artistes et de personnalités déterminées à faire de cet événement un rendez-vous inoubliable.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.